Alors, bonjour à tous et à toutes. Je me présente François Roch, professeur au département des sciences juridiques à l'UQAM et co-directeur de l'Observatoire sur l'agenda 2030. Notre invité du jour est M. Claude Boyo-Itaka, qui va nous faire une présentation intitulée Taxe carbone en République démocratique du Congo, analyse de faisabilité. Notre conférencier est doctorant en relations internationales à la Faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université de Kinshasa. Il est également haut cadre au sein de l'administration publique congolaise. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et des articles scientifiques portant essentiellement sur la diplomatie et la géopolitique du climat, la planification stratégique et le développement organisationnel dans le secteur public de la République démocratique du Congo. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à notre conférencier qui m'a annoncé avoir une conférence d'environ une trentaine de minutes, au terme de laquelle j'ouvrirai une période de questions. Donc, bonne conférence à toutes et à tous. Monsieur Boyot. Merci professeur François, merci à tout le monde, merci de façon particulière à l'Observatoire sur l'agenda 2030 des Nations Unies, à l'Université Québec-Montréal. Je remercie également l'École nationale d'administration de la RDC qui nous a offert ces cadres-ci pour échanger avec, en toute généralité avec tous les participants. Alors, ma présentation va prendre pratiquement 30 minutes. Nous allons aborder la question sur la taxe carbone en RDC. Me permettez. Voilà. Ceci fait partie de notre publication, notre livre qui a été publié l'année passée en Belgique sur la justice climatique, sous la direction notamment du prof Blaise Pascal. Il devrait être avec nous ce soir. Et nous allons cet après-midi échanger autour des principaux résultats de cette analyse qui ont fait l'objet de cette publication. Notre échange de cet après-midi va avoir 7 points où nous allons fixer les contextes au préalable. Après, nous allons présenter les cadres historiques de la taxation carbone. Nous allons revenir aussi sur les controverses qui ont eu lieu autour de l'institution de la taxe carbone en RDC. Ensuite, nous allons faire un regard comparatif sur la taxe carbone en Afrique. Nous allons analyser l'efficacité de cette fiscalité au niveau national sur les principaux secteurs émetteurs en RDC. Avant de terminer, nous allons faire une analyse prospective sur les scénarios de l'impact de cette mesure, bien évidemment sur les investissements carbone en RDC. Et puis enfin, nous allons proposer quelques options pour l'amélioration de l'efficacité écologique, mais aussi de la légitimité sociale de cette mesure qui a été mise en place par les gouvernements de la République démocratique du Congo. De façon globale, les contextes, la tarification carbone, c'est une des mesures en fait mises en place par l'État qui constitue un des instruments économiques pour inciter, mais aussi orienter des investissements vers les technologies sobres en carbone, qui est partie principalement du protocole de Kyoto, adopté par les Nations Unies depuis les années 1997, qui prévoyait un certain nombre de mécanismes en termes de réduction des émissions par les États, où il y avait les mécanismes des lois propres et tout ce qui allait avec les marchés de carbone. Maintenant, de façon globale, la tarification carbone prend deux formes. Elle peut être à la fois explicite ou implicite. De façon explicite, c'est ce qui nous concerne, elle prend la forme d'une taxe ou elle prend la forme de mesures d'imposition, mais aussi elle peut passer par des mesures de politique en termes d'instruments qui imposent des conformités, mais aussi en termes de suppression des subventions, mais aussi en termes d'accompagnement institutionnel pour les industriels, mais aussi les opérateurs, tous les opérateurs qui sont concernés. Maintenant, il y a un problème, c'est que en termes d'analyse, il y a toujours cette confusion. Il y a toujours cette confusion qui part de la compréhension entre la taxe carbone, mais aussi crédit carbone. Ce ne sont pas les deux mécanismes qui sont contradictoires, ils sont de façon systématique complémentaires, mais avec une ingénierie d'intervention qui est parallèle.
La taxe, c'est une mesure obligatoire qui est mise en place par l'État qui concerne un certain nombre d'acteurs, au-delà qui seront concernés par la fiscalité, au-delà d'un seuil qui est fixé par l'État. Par contre, le crédit, c'est un mécanisme d'échange qui est à la fois volontaire, mais aussi réglementé par les États qui essayent d'équilibrer, de compenser, de réduire, mais aussi d'éviter les émissions de gaz à effet de serre. En termes d'acteurs, sur la taxe, il y a juste l'État et puis les assujettis. Mais par contre, pour les marchés de carbone, il y a plusieurs acteurs qui entrent en jeu, notamment les investisseurs, les acheteurs, l'État, les intermédiaires, les standards et tout ce qui va avec. En termes d'ingénierie d'intervention pour la taxe carbone, il y a tout commence par la déclaration, le bilan de carbone par les assujettis, la validation, liquidation par les pouvoirs publics. Par contre, pour les crédits carbone, il y a plusieurs mécanismes qui sont mis en place au niveau de chaque État pour à la fois commence par les homologations, les validations, mais aussi tout ce qui va avec certification au niveau international. Au niveau international, actuellement, selon le FMI, il y a plus de 60 programmes de taxation carbone en termes d'échange des droits d'émission qui sont opérationnels, mais malheureusement qui ne couvrent jusque-là qu'un cinquième des émissions mondiales. Il faudrait aussi souligner qu'il n'existe pas jusqu'à ce jour un prix plancher carbone qui est adopté par tous les États. La liberté est accordée à chaque État de définir le mécanisme propre selon sa liberté, selon ses capacités. La moyenne actuelle de la taxe carbone, c'est 3 dollars la tonne. Alors, selon toujours FMI, c'est que pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris, de la neutralité carbone d'ici 2050, il faudrait que le prix de la tonne carbone atteigne 75 dollars d'ici 2030. C'est à ce titre que les États ont commencé à développer plusieurs mécanismes de partenariat et mettre en place les politiques au niveau interne pour trouver les voies adaptées pour la réussite de les réformes en matière de neutralité carbone. En RDC particulièrement, le gouvernement a mis en place plusieurs outils. Il s'agit notamment de la RED+, qui a commencé depuis les années 2009, que nous avons commencé avec le RED+, le marché volontaire du carbone, et ce qui est resté au cœur de la stratégie nationale du pays en matière de réduction des émissions. Mais il s'est fait qu'après un certain moment, le gouvernement a constaté qu'il y a un réel besoin de financement domestique de la CDN. Par exemple, pour la CDN qui est actuelle, la deuxième version de la CDN de la RDC, pour la mise en œuvre de ces documents, pour ceux qui ne connaissent pas, la CDN, c'est la contribution déterminée au niveau national qui a été soumise à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique en 2015 lors de la négociation de l'accord de Paris, et puis en 2022. Ces documents répondent aujourd'hui pour la RDC un besoin budgétaire en termes pour la mise en œuvre des actions qui sont prévues en matière de réduction des émissions, mais aussi en termes d'adaptation, 48 milliards de dollars d'ici 5 ans, pour un État qui est en guerre, pour un État qui est en conflit, qui connaît plusieurs problèmes. Et du coup, il y a eu ce besoin de mobiliser les financements internes pour essayer de combler le vide qui est créé par le financement international. Et donc, le gouvernement a pris cette mesure de mettre en place la taxe carbone pour essayer de voir comment financer son agenda climatique. C'est une réforme qui a été adoptée en 2021 par le Conseil des ministres et qui est aboutie par la révision de la loi de 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Et donc, cette mesure, cette taxe carbone trouve sa légitimité, sa légalité dans l'article 25 bis de l'ordonnance de loi numéro 2307 du 3 mars 2023 qui a modifié cette loi-là. Et selon cette loi, il est institué en RDC une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone, les gaz équivalents, appelée taxe carbone, qui s'applique à toute personne physique ou morale des droits congolais ou des droits étrangers ayant les activités qui émettent des gaz à effet de serre au-delà d'un seuil défini par un arrêté
interministériel du ministre ayant l'environnement dans ses attributions et les autres ministres concernés. Et donc, la taxe carbone constitue une réforme qui vient renforcer les dispositifs incitatifs de la fiscalité, et plus particulièrement sur la question de réduction des émissions. Quels seront les acteurs qui seront concernés, éventuellement concernés par cette mesure? Nous avons ceux qui sont dans le secteur des activités extractives, avec l'exploitation minière, hydrocarbures et forestière. Il y a ceux qui sont dans la manufacturier, dans les transports, mais aussi dans les produits fossiles. Je parle éventuellement tout simplement parce que selon la loi de 2023 qui a été modifiée, la taxe a été instituée, mais il faudrait qu'on ait des mesures d'application, notamment cet arrêté interministériel qui devrait fixer les seuils, mais aussi les secteurs qui sont concernés par cette mesure. Alors, comme je l'ai dit au départ, c'est une mesure qui a été prise par le gouvernement, mais c'est une mesure qui divise. Pourquoi? Si le gouvernement soutient la mesure, de la part de la société civile et du secteur privé, il y a eu beaucoup de réticences et beaucoup de réactions qui ont été dégagées à la suite de cette mesure. Pour le gouvernement, la taxe constitue un instrument financier majeur, comme je l'ai dit au départ, pour la mise en œuvre de sa CDN. Mais par contre, pour la société civile et les autres parties prenantes, ils considèrent que c'est une mesure qui n'est pas consensuelle, qui est inopportune, qui est contre-productive et antisociale, qui selon eux, considèrent qu'il s'agit d'une double taxation parce que, pour eux, ils estiment que les gouvernements qui collectent déjà la taxe sur la pollution ne pouvaient pas se permettre d'aller encore auprès des entrepreneurs, auprès des assujettis pour leur imposer une nouvelle taxe sur les carbones qui est considérée aussi comme une autre forme de pollution. Et donc, il s'est créé tous ces débats sur cette mesure où la société civile considère qu'en optant, en mettant en place cette taxe, le gouvernement congolais était en train de se tirer une balle au pied parce qu'ils estimaient que cette réforme risque de freiner le développement de la RDC, augmenter la pauvreté, menacer la production alimentaire et violer le principe de l'équité et des capacités respectives de la mise en œuvre des politiques climatiques. Et donc, j'estime par ailleurs que la RDC étant classée parmi les pays les plus pauvres, mais aussi les plus vulnérables au changement climatique, si on impose la taxe carbone à ces populations, on va limiter les droits de développement de ces pays, mais aussi on va créer des perspectives qui vont limiter son développement. Et donc, les opérateurs privés, ils ont émis beaucoup de réticences parce qu'ils estiment que cette mesure risquerait encore de freiner les investissements au niveau local et ça risquerait encore d'impacter sur leurs activités. En ce qui nous concerne, nous avons estimé que c'est une taxe qui est justifiée. Si elle est justifiée dans les principes, dans son application, ça pose beaucoup d'inquiétudes. Et qu'est-ce qui nous pousse à dire ceci? C'est à partir des analyses que nous allons pouvoir présenter. D'abord, nous sommes posé la question, oui, la taxe est venue justement pour des objectifs. Mobiliser le financement international, enfin, le financement domestique, mais aussi, réduire les émissions nationales. Oui, nous voulons réduire les émissions, mais lesquelles? Parce qu'aujourd'hui, la moyenne mondiale qui était, selon l'étude de Global Carbon Project de 2022, la moyenne mondiale en termes d'émissions, c'est 4,47 tonnes par personne en 2020. Alors qu'un Congolais aujourd'hui n'émet que 0,03 tonnes par an, soit 1233 fois moins qu'un Qatarien. Et donc, est-ce que nous avons l'obligation de réduire? Oui, mais est-ce que nous sommes dans une position de contrainte qui nous impose d'arriver à des mesures aussi radicales? C'est autour de ces questions que notre analyse va tenter de répondre. De façon globale, nous estimons que la taxe carbone, c'est une mesure souveraine du gouvernement et qui va aider l'État de façon drastique sur ses émissions de gaz à effet de serre, mais aussi qui est en parfaite harmonie avec la déclaration des chefs d'État et du gouvernement qui est faite lors du sommet africain sur le climat qui a été tenu en Nairobi en 2023,
Mais aussi, nous estimons qu'avec l'opérationnalisation du mécanisme européen d'ajustement des carbones aux frontières, la taxe carbone pourrait améliorer la compétitivité économique de la RDC dans la mesure où ça va assurer la décarbonation des mécanismes de production et ça va faciliter les exportations vers les marchés européens. Par ailleurs, nous estimons que les contextes socio-économiques et climatiques de la RDC exigent plusieurs préalables ou une application reçue de cette réforme. Sinon, elle risque d'être une mesure à faible efficacité écologique, à la base des inégalités et à forte contestation sociale. Nous considérons que sans un compromis redéfinissant les règles du commerce international régional, en fixant le prix plancher du carbone, la RDC, donc le Congo, risque d'être pénalisé dans ses échanges commerciaux avec les autres États. Et donc, au niveau de l'Afrique centrale et de ses voisins, le Congo se retrouve être seul pays à s'engager dans cette voie. Et dans ce contexte, la compétitivité des entreprises nationales risque d'être touchée. Et donc, il y a lieu d'engager des discussions stratégiques pour essayer de définir les mécanismes qui sont les plus adaptés pour la mise en œuvre efficace de cette mesure. Si nous faisons une analyse de façon globale, une analyse croisée au niveau de l'Afrique, notre analyse révèle qu'au niveau de l'Afrique, c'est l'Afrique du Sud qui a déjà engagé cette mesure et que le Congo vient rejoindre ces clubs restreints des États africains ayant institué la taxe carbone au niveau régional. Et donc, en adoptant cette fiscalité, nous avons le risque, surtout au niveau du bassin du Congo, où tous les États n'ont pas encore mis en place cette mesure, nous risquons d'avoir un risque sur notre compétitivité au niveau de la région. Et donc, il y a lieu de voir comment assurer une certaine contextualisation, mais aussi assurer la régionalisation de cette mesure à travers la diplomatie pour essayer de faire avancer cette réforme. Alors, notre analyse a été effectuée sur les principaux secteurs émetteurs en RDC. Nous sommes référés à plusieurs documents stratégiques, notamment la CDN, mais aussi les communications nationales en matière de changement climatique et tous les autres outils de planification qui sont internes, qui définit les principaux secteurs émetteurs en RDC. Et parmi les secteurs, nous avons ces secteurs des forêts et affectation des terres, les secteurs de l'agriculture, les secteurs des mines, l'énergie et les déchets. Ce sont les principaux secteurs qui sont concernés, qui sont émetteurs en RDC. Et donc, si le gouvernement tient réellement à réduire ses émissions, bien évidemment, ça sera sur ces secteurs que la taxe carbone sera appliquée. La question qu'on se pose maintenant, on commence à analyser si chaque secteur. On prend l'exemple du secteur des forêts, affectation des terres, le secteur FACT. Alors, le secteur FACT, à lui seul, occupe plus de 80% des émissions nationales, parce que les émissions en RDC sont, en grande partie, viennent de la déforestation. Et donc, le secteur des forêts, à lui seul, à 80% des émissions au niveau national. Et donc, et si le gouvernement va mettre en place cette mesure, ça suppose que c'est le secteur qui sera le plus touché par cette mesure. Et du coup, la question qu'on se pose là, c'est que le gouvernement mettant cette mesure, il va s'attaquer aux industriels forestiers. Est-ce que cette mesure va s'appliquer sur les exploitants agricoles modernes, mécanisés, ou des informels qui font de l'extraction des bois de chauffe, ou de charbon, de bois, des constructions? Ou encore, le gouvernement va appliquer la taxe carbone sur les agriculteurs locaux, les paysans qui pratiquent l'agriculture itinérante sur brûlis. Alors, notre analyse, nous avons essayé de voir comment le faire, mais nous estimons que les réponses à toutes ces questions viendront certainement de cette réforme, de cet arrêté interministériel qui va fixer le seuil maximum des émissions de gaz à effet de serre. Et cet arrêté va déterminer si ce sera les industriels ou les paysans. Mais de façon impérative, nous sommes quand même posé des questions. Dans les secteurs de la forêt, par exemple, le gouvernement est certainement conscient de la faiblesse des mécanismes d'encadrement parce que le secteur d'exploitation est, de façon globale, il est artisanal et informel. Donc, le gouvernement devrait focaliser son attention sur l'exploitation industrielle. Ouais.
Et là, il devait certainement s'intéresser aux exploitants industriels du bois. Par contre, maintenant, si l'attention est focalisée sur les industriels, on a risque de ne pas atteindre la cible en matière de déforestation. Pourquoi? Parce que la stratégie cadre nationale RED de la RDC ne considère pas les secteurs industriels du bois comme parmi les principaux moteurs de déforestation en RDC. Parmi les facteurs de déforestation, il y a plusieurs questions d'agriculture itinérante et brûlée, de l'exploitation des bois d'énergie, des bois de chauffage, de l'exploitation minière et des facteurs démographiques. Et donc, l'exploitation industrielle du bois n'est pas en RDC considérée comme un facteur de déforestation. Et donc, en appliquant la taxe carbone sur l'exploitation industrielle du bois, le gouvernement risque de ne pas atteindre la cible. Et donc, ça va poser un problème en termes d'efficacité écologique de cette mesure. Si elle peut ramener le bénéfice économique, mais si le plan écologique et si le plan bénéfice climatique, il y a un sérieux problème. Donc, quel est l'impact que le gouvernement, l'assurance que le gouvernement va avoir si cette question de déforestation, si en réalité s'applique que si les questions de l'exploitation industrielle, plutôt que s'appliquer si les principaux moteurs qui ont été identifiés depuis 2012 en matière de déforestation en RDC. On prend le secteur de l'agriculture. Par exemple, le secteur agricole qui occupe aujourd'hui plus de 70% de la population selon les études FAO. C'est le secteur qui est de façon globale artisanale et informelle. Et donc, le gouvernement, l'agriculture de la RDC n'est pas jusque-là modernisée, n'est pas industrialisée. Et donc, le gouvernement va appliquer cette mesure auprès des artisans, des paysans qui occupent plus de 70%. Alors, comment va-t-il s'en sortir? Parce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, selon l'étude de CAFI, l'initiative pour la protection pour les forêts de l'Afrique centrale, c'est que 92% des perturbations forestières sont liées au défrichement à petite échelle et non mécanisé des forêts de la production agricole, ouvrière et familiale. Et donc, l'agriculture qui est pratiquée dans notre pays, elle est beaucoup plus ouvrière et familiale qui le gouvernement devrait-il appliquer cette mesure sur cette agriculture-là? Et donc, c'est autour de ces questions-là. Et quand nous essayons de faire la revue des cadres stratégiques existants, nous essayons de faire la revue des cadres stratégiques existants, nous nous rendons compte que dans les différents documents, le gouvernement n'a nulle part prévu la mise en place de la taxe carbone. On prend la CDN de la RDC, on n'a pas retrouvé la taxe carbone comme une mesure de réduction des émissions. On a pris la politique agricole de la RDC de 2022, on n'a pas retrouvé. On a pris la lettre d'intention entre la RDC et l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, CAFI. Nous n'avons pas retrouvé. Le gouvernement s'est plutôt engagé à mettre en place des mesures d'accompagnement des agricoles, des agricultures, des opérateurs agricoles pour qu'on développe l'agriculture dans les zones plutôt savanes, hors forêt. Donc, la taxe carbone, c'est en réalité une nouvelle mesure qui vient s'ajouter à celle qui existe. Et donc, pour nous, nous estimons qu'au stade actuel, au lieu de recourir à une nouvelle taxation, le secteur agricole congolais mérite plutôt des subventions, des exonérations fiscales et de l'accompagnement institutionnel qui vont aider à l'amélioration de la productivité et puis qui va aider à lutter contre l'insécurité alimentaire. Donc, nous estimons qu'il faudrait des réflexions froides et profondes pour évaluer les coûts d'opportunité entre l'approche d'imposition d'une taxe sur les émissions et celle des compensations par projet, celle qui a été toujours appliquée depuis 2009. Nous prenons le secteur minier. Le secteur minier, oui, c'est un secteur qui est porteur parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, le secteur minier, c'est un secteur qui prend presque plus de 60% du budget national en termes de croissance. Et donc, c'est un secteur qui contribue beaucoup dans le budget. L'intention du gouvernement serait certainement d'appliquer la taxe carbone sur les opérateurs miniers, sur les investissements miniers. Maintenant, la question, c'est que, en lisant les codes miniers, l'article 238 institue de façon claire les taxes et les redevances du secteur forestier et protection de l'environnement qui sont concernés dans l'exploitation minière. Il s'agit notamment de
dans la taxe de déboisement, de la taxe d'implantation, taxe de rémunération et de taxe de pollution. De façon exclusive, le Code minier a cité ces taxes qui sont concernées par le secteur minier. Et du coup, il y a ce problème de légalité. Il supposerait, soit ça demanderait de façon globale la révision du Code minier pour intégrer cette nouvelle fiscalité. Et là, on se poserait la question pour savoir est-ce que les dispositifs existants en termes de responsabilité sociétale des entreprises ne suffit pas pour améliorer la viabilité écologique de l'exploitation minière en RDC. Donc, sans cette réflexion, il y a vraiment ces problèmes. Il y aura un risque de contestation de la part des miniers qui ont besoin préalablement de concertation et d'harmonisation. Et puis, du coup, nous aurons besoin de faire face au régime exclusif qui est consacré par les codes miniers, comme je venais de le démontrer. Nous rentrons dans le secteur de l'énergie. Le secteur de l'énergie, c'est le secteur aussi qui serait touché. Parce qu'en réalité, il faut assurer la transition énergétique. Mais vous, comme vous le savez, la RDC, c'est un pays à forte potentialité énergétique et qui dispose pratiquement de ce... Mais avec une population, plus de 75% de la population n'ayant pas accès à l'électricité. Mais le mix, ce qui est vrai, c'est que le mix énergétique de la RDC reste dominant à 95% de l'hydroélectricité. Mais contre 93% de la consommation finale qui vient de l'énergie provenant des biomasses, des bois énergie et des déchets. Et donc, cette prédominance de la consommation du bois énergie constitue à l'échelle nationale une des causes majeures de la déforestation et une des sources des émissions dans notre pays. Contrairement à d'autres pays occidentaux où occupent place prépondérante en termes d'émissions, en RDC, les émissions qui viennent des forêts, surtout dans le secteur de l'énergie, viennent plutôt de la consommation de bois. Et donc, 93% de notre consommation de l'énergie vient de l'exploitation de bois pour des besoins énergétiques. Et donc, la question qu'on se pose, c'est que si quelle émission, si quel secteur, si quel type d'énergie, source d'énergie, les gouvernements devraient-ils appliquer la taxe carbone? Ce sera-t-il si les hydrocarbures qui actuellement ne représentent que 5% du mix énergétique des pays, ou ça sera si le bois énergie? Alors, en analysant, nous nous sommes posé la question, par exemple, si le charbon de bois. Le charbon de bois est exploité en termes d'exploitation du bois, c'est toujours l'artisanal et l'informel. Et donc, est-ce qu'en appliquant la taxe carbone, si les exploitants de bois pour le bois de chauffage et tout ça, on va limiter la déforestation? Parce que les mécanismes qui sont actuels en termes d'encadrement des exploitants artisanaux du bois, ça présente des limites. Comment le gouvernement devrait-il appliquer cette mesure dans ces secteurs qui est à 90% informel? Et donc, s'il applique cette mesure, ça suppose que la cible principale serait les ménages et non les exploitants forestiers qui sont dans la plupart des cas informels. Et donc, il faudrait faire face d'abord préalablement de l'informalité du secteur et les conséquences socio-économiques de cette réforme si les ménages, dans la majorité, selon la Banque mondiale, vivent avec moins de 2,15 $ par jour. Nous allons dans un autre secteur, c'est celui des hydrocarbures. Comment les gouvernements devraient-ils taxer si les hydrocarbures qui sont en grande partie subventionnés par l'État lui-même? La Banque mondiale estime que les subventions sur le pétrole depuis 2022 ont augmenté de façon exponentielle jusqu'à atteindre 2,4 du PIB national. Et donc, le gouvernement lui-même qui est en train de subventionner le secteur des hydrocarbures, va-t-il encore imposer une taxe si un secteur qui est aussi sensible comme celui-là? Et donc, en quoi consistera cette taxe si le gouvernement devrait l'appliquer? S'agirait-il d'une suppression des subventions où le gouvernement va prendre le risque d'imposer une charge fiscale complémentaire tout en étant conscient des sensibilités et des faibles bénéfices qui vont découler? Et donc, est-ce que ça va s'appliquer si l'exploitation locale des hydrocarbures ou si les importations que nous avons? Et donc, c'est l'arrêté interministériel qui va nous fixer. Maintenant,
Dans ces cas, on devrait préalablement réviser les régimes fiscaux et douaniers des charges applicables aux hydrocarbures parce que qui a défini de façon claire quelles sont les mesures fiscales qui sont concernées par. Alors, dans le secteur des transports, par exemple, où est-ce que le gouvernement va mettre son focus pour appliquer la taxe carbone? Est-ce que ça sera une taxe qui va s'ajouter à des taxes existantes sur l'usage des infrastructures? À l'instar de GoPass, pour ceux qui prennent l'avion ici à Kinshasa, il y a une taxe qui est à l'aéroport pour tous les passagers qui payent juste pour les voyageurs, pour le développement des infrastructures aéroportuaires. Est-ce qu'il faudrait l'incorporer parmi les redevances à prélever sur les lubrifiants et les carburants, comme ce qui se passe maintenant avec le Fonds national d'entretien routier, où les contribuables payent de façon directe au niveau des stations? Est-ce qu'il faudrait l'appliquer de façon spéciale si l'âge de mise en circulation des véhicules, comme ça s'est fait en Zambie? Est-ce que va-t-elle s'imposer dans un secteur de mobilité, un secteur spécifique, fluvial, aérien, maritime, ferroviaire, routier, où il y aura des exonérations? Donc, toutes ces questions vont trouver des réponses dans la mesure d'application qui sera déterminée par l'arrêté interministériel. Mais la difficulté, c'est que ce secteur de transport, c'est un secteur aussi sensible qui est à la base de plusieurs contestations. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en France, un secteur qui présente beaucoup de sensibilité. Est-ce que, parce qu'en appliquant la taxe carbone sur les transports, je suppose que ça va avoir un effet sur les prix des denrées alimentaires et avec tout ce que nous avons comme précarité socio-économique dans le pays. Donc, ça risque de créer des tollés. Nous nous souvenons qu'en 2017, le gouvernement, en 2012, d'ailleurs, le gouvernement de la République démocratique du Congo avait pris une mesure d'interdiction d'importation de véhicules plus de 10 ans. Mais après, suite à des tensions qui se sont suivies, le gouvernement en 2017 a finalement levé cette mesure parce qu'il y a eu un problème au niveau local. Et donc, est-ce que la taxe carbone viendra encore ajouter les charges si ces secteurs qui restent encore jusque-là sensibles et difficiles à gérer? Nous revenons sur les secteurs. L'expérience française, je venais de le dire. Vous savez qu'en 2018, avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est le secteur transport, plus particulièrement, qui était à la base des tensions et qui a poussé le gouvernement de France pour essayer en fait de repousser, de revoir cette mesure. Alors, on revient sur le secteur des déchets. Le secteur des déchets, c'est un secteur qui est aussi responsable pratiquement de 11% des émissions au niveau national. Et les émissions qui viennent de façon globale de ménages, qui viennent des collectivités, des entreprises, des industries, des constructions et toutes les autres activités agricoles. Maintenant, la difficulté, c'est qu'on se pose la question, depuis 2013, l'État collecte déjà une taxe sur la pollution, qui est prévue par les décrets numéro 13-015 du 29 mai 2013. Et donc, les opérateurs économiques sont assujettis, en fait, ils payent déjà depuis 2013 la taxe de pollution. Et donc, comment différencier la taxe de pollution et la taxe carbone? C'est vraiment autour de ces questions parce que le secteur des déchets aujourd'hui, ceux qui émettent, en fait, ceux qui produisent les déchets payent déjà la taxe de pollution. Est-ce qu'ils seront encore obligés de payer une autre taxe si les émissions qui découlent en fait de l'exploitation des déchets? Toutes ces questions n'ont pas encore de réponse. Parce que, en lisant la loi de 2011, quand on définit la pollution, on considère que la pollution en RDC, c'est l'introduction directe ou indirecte par l'activité humaine et des substances, de chaleur ou de bruit à l'air ou le sol susceptible de porter atteinte à la santé ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations ou bien matérielles ou entrave à l'agrément de l'environnement. Et donc, si vous lisez, je ne suis pas juriste, mais si vous lisez clairement, vous sentez que les émissions de gaz à effet de serre intègrent d'une manière ou d'une autre cette définition de pollution. Comment départager maintenant ceux qui pensent qu'en payant déjà la taxe de pollution,
ils payent déjà la taxe carbone et qu'ils ne seront pas soumis de payer cette taxe-là. Donc, pour nous, nous estimons que les discussions techniques, il faut départager et spécifier les catégories de personnes qui sont concernées par la pollution et ceux qui sont concernés par les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a besoin d'approfondir des analyses de façon concertée avec les différentes parties prenantes pour essayer de définir le mécanisme clair entre les deux fiscalités. Alors, en revenant dans les secteurs des marchés carbone, ceux qui sont habitués, ceux qui sont du secteur, savent déjà que ces secteurs-là, c'est un environnement économique qui est en construction, mais qui est à forte dépendance extérieure. Si les vendeurs sont dans la globalité des opérateurs domestiques, les acheteurs de crédit carbone en RDC sont à 90% étrangers. Ils viennent de l'extérieur. Il y a les institutions internationales comme la Banque mondiale, les sociétés multinationales étrangères, les acheteurs et les intermédiaires privés. Et donc, la taxe carbone concernerait plutôt les investissements domestiques. Et donc, en instituant la taxe carbone dans notre pays, mon analyse estime que présente deux scénarios. Le premier, c'est un scénario d'influence marginale. Nous estimons que si le marché des compensations n'est pas réglementé comme il est actuel et que la demande de crédit demeure de façon globale importée, la taxe carbone n'affectera pas considérablement les investissements actuels. À moins que le système des quotas soit instauré et qu'une catégorisation, segmentation par taille des émetteurs, des opérateurs soit appliquée pour générer une demande domestique. Le deuxième scénario, c'est le scénario de valorisation du marché domestique. Donc, nous estimons que si la loi ou l'arrêté ministériel que nous attendons permet l'utilisation des crédits carbone certifiés ici des projets locaux pour acquitter une partie de la taxe, la demande domestique devrait considérablement augmenter. C'est ce qui se passe actuellement à Singapour ou en Afrique du Sud. Ceci va également valoriser le prix actuel du marché volontaire de carbone, qui, en toute évidence, devrait s'aligner sur les montants de la taxe carbone. Donc, les deux scénarios qui sont là, je suppose que les gouvernements, en mettant en place le mécanisme d'opérationnalisation de la taxe carbone, s'ils ne mettent pas la différence entre ceux qui doivent payer la taxe carbone et ceux qui doivent s'investir sur les marchés de carbone, la mesure ne va pas avoir une influence assez sur le marché domestique du carbone. Mais par contre, s'il met des mécanismes de segmentation où certaines catégories des émissions peuvent être compensées par les projets locaux, et donc ça va avoir une influence sur le marché domestique. En termes de suggestions, nous avons estimé qu'il faut améliorer l'efficacité écologique et la confiance sociale autour de cette mesure. Premièrement, nous proposons qu'il faut qu'il y ait un dialogue social franc et inclusif pour éviter tout ce qui va avoir comme problème, parce que les dénonciations viennent de part et d'autre. Et donc, l'absence de consensus entre les parties prenantes risque d'être à la base de l'échec de cette mesure. Et donc, dans le processus d'élaboration de l'arrêté interministériel qui est prévu dans l'article 25 bis de cette ordonnance, il faut qu'il y ait des concertations logistiques qui vont définir des mesures consensuelles d'application de cette mesure. Sans ces consensus, nous proposons l'instauration d'un moratoire pour essayer de voir comment assurer de façon progressive cette mesure. Deuxièmement, nous pensons qu'il faut investir davantage dans la production des statistiques et des normes et des technologies d'évaluation des émissions, parce qu'au cœur de la fiscalité carbone, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Plutôt que de passer à des taxations forfaitaires, comme ça se passe maintenant avec la TAPO, la taxe sur la pollution, il faudrait renforcer les capacités à la fois de l'administration, mais aussi des opérateurs économiques pour la déclaration des bilan carbone, certification par les administrations, évaluation, avoir des technologies capables de certifier les émissions. Et ça demande, parce que sinon, il y a un risque qu'on n'assure pas la proportionnalité entre pénalité fiscale et les degrés de pollution. Et donc, le système appliqué actuel en termes de tarification forfaitaire ne va pas être idéal pour la taxe carbone. Nous estimons également
qu'il faut avoir un périmètre opérationnel réaliste. Nous devons cibler les secteurs qui ont une forte efficacité écologique, mais aussi faible sensibilité sociale. Malheureusement, dans notre pays, les secteurs qui sont le plus concernés par cette mesure, ce sont les secteurs qui sont très sensibles sur le plan social. Et donc, si les gouvernements devraient appliquer cette mesure, ils devraient vraiment faire le choix et appliquer si un certain nombre de secteurs limités. Sinon, ils devraient clarifier les exonérations si certains secteurs, ou soit commencer par les secteurs pilotes. Nous avons estimé également que le gouvernement peut procéder à un classement par des régions économiques, parce que toutes les régions n'ont pas un niveau de développement semblable. Il y a certains États, certaines provinces, certaines régions qui sont plus développées, et d'autres qui sont encore, en tout cas, dans la pauvreté. Et donc, le gouvernement ne devrait pas faire une application globale, il devrait faire une application de façon un peu catégorisée, comme c'est fait maintenant avec les codes des investissements, où on a divisé le pays par des zones, et ça va aider. Mais aussi, il faut assurer une cohérence stratégique d'intervention. Parce que l'opérationnalisation de ces textes-là va exiger un certain nombre de réformes, à la fois sur le plan juridique, mais aussi sur le plan politique sectoriel. La politique agricole va être impactée, la politique économique du gouvernement devra être impactée, la politique minière, les politiques des finances publiques, du transport, du changement climatique, d'énergie, des forêts, commerce extérieur, et tout ça devrait être aligné à cette mesure. Sans cela, il y a un risque qu'on ait des mesures qui sont superposées et qui sont en contradiction. Et donc, nous estimons que plutôt que cette réforme soit une réforme sectorielle, il faut que cette mesure soit portée de façon consensuelle avec une concertation institutionnelle et la participation des entités territoriales décentralisées dans une perspective d'assurer une cohérence à la fois horizontale mais aussi verticale. Voilà, de façon ramassée, cher professeur François, l'économie de notre présentation. Merci. Merci beaucoup, M. Bouillou Itaka. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Donc, je vous invite à arrêter le partage pour qu'on ait l'occasion d'être en galerie et de tous nous voir. Ouais. Excellent. Écoutez, j'ouvre avec plaisir la période de questions et je remercie d'ores et déjà notre conférencier pour cette très belle conférence qui était riche en informations et en détails. Donc, je pense que ça va susciter des réactions, des observations et des questions de la part du public. Donc, on va commencer avec M. Honoré Canou, qui est le premier à lever la main. Donc, la parole est à vous. Bonjour, monsieur le professeur François. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je suis particulièrement content que l'intervenant ait abordé ce sujet qui est un sujet qui aujourd'hui fait beaucoup couler d'encre de salive dans notre pays. Mais je le félicite aussi pour l'exposé aussi clair et profond qu'il a pu faire à notre intention. Je crois qu'il a eu le temps de brosser de manière assez globale tout le sujet ou toutes les questions qui sont soulevées par la taxe carbone en République du Congo. Ma question va par contre s'intéresser par rapport aux investissements étrangers dans le secteur minier en République du Congo. Sachant déjà que dans le système européen, il y a le mécanisme d'ajustement carbone à la frontière qui a déjà été installé et que ce mécanisme veut à ce que tout, c'est en fait un mécanisme de compensation de l'empreinte carbone pour tous les États qui importent des services auprès d'autres États. Alors, avec l'institution de la taxe carbone en République du Congo, ne trouvez-vous pas que ce mécanisme va dans une certaine logique, ralentir ou encore étouffer l'investissement européen en République du Congo dans différents secteurs,
où cette taxe sera notamment imposée, secteurs que vous avez notamment énumérés, secteur de l'énergie, secteur minier, ou encore le secteur des hydrocarbures, ou encore dans les domaines de carrière. Est-ce que si cette taxe ne rencontre pas encore le vrai problème de développement local de notre pays, et elle ne sera pas jugée inopportune en ce sens qu'elle pourra, à cette fois-là, freiner le développement local du pays, ou est-ce que, avec les ambitions ou l'action climatique telle que développée par la République démocratique du Congo et toutes les politiques climatiques développées par la République démocratique du Congo dans sa CDN, cette taxe pourrait ou ne pourrait-elle pas, dans une certaine mesure, ne pas rencontrer les engagements climatiques internationaux conclus par la RDC? Donc, en gros, c'est cela. Je veux juste que l'intervenant puisse brosser un tableau sur les opportunités, mais aussi les obstacles qu'une telle taxe, l'implémentation d'une telle taxe peut avoir sur l'investissement dans le secteur minier et surtout dans le secteur des hydrocarbures en République du Congo. Et donc, je disais que je suis M. Honoré Kanou, je suis assistant de recherche à l'Université de Kinshasa et je suis actuellement aux études de doctorat à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Merci. Merci, M. Honoré Kanou. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour notre conférencier? Donc, on peut y aller par bloc de questions, puis ensuite, je vais lui donner la parole. Est-ce que, professeur François, je t'ai perdu à un certain moment. C'est possible de me faire la synthèse de la question d'Honoré parce que là, je Je suis vais allé. l'inviter tout simplement à répéter sommairement sa question. Je vais en profiter moi-même pour poser une question. Donc, l'essentiel de votre présentation nous présentait dans le fond une approche qui était une approche à l'échelle nationale. Si vous étiez capable peut-être de dire deux, trois mots sur la perspective d'une approche davantage régionale, voire continentale sur ces questions-là, pour éviter justement que les États se placent individuellement dans une logique de concurrence en raison justement de l'adoption de telle ou telle taxe ou de tel ou tel système de crédit. Donc, est-ce que vous avez également, dans le cadre de vos travaux et de vos discussions, abordé la possibilité de mécanismes qui seraient mis en place à l'échelle continentale, dans le prolongement de l'Agenda 2063, dans le prolongement de la ZLECAf ou d'autres initiatives d'intégration économique? Donc, voilà ma question. Honoré, je vous redonne la parole, M. Honoré Kanou, si vous voulez présenter de façon synthétique votre question. Puis ensuite, je vais donner la parole à M. Trésor Mavalonga. Merci, monsieur le professeur, pour la parole à nouveau accordée. Alors, de manière synthétique, la question voudrait à ce que l'intervenant puisse nous donner son idée sur les équilibres ou les avantages ou les déséquilibres qui peuvent exister entre l'implémentation d'une telle taxe au niveau local avec l'attrayance de l'investissement minier en République démocratique du Congo, parce qu'on sait déjà que dans les systèmes européens, il y a un mécanisme d'ajustement taxe à la frontière qui a été mis en place. Alors, un tel mécanisme, s'il est aujourd'hui implémenté en République démocratique du Congo, ne va-t-il pas freiner l'investissement étranger, notamment l'investissement européen dans les secteurs qu'il a pu énumérer? Voilà un peu de manière synthétique ma question. Cette fois-ci, la communication OK. est bonne, M. Bouillot? Oui, très bien, très bien. Excellent. Donc, M. Mavalonga, la parole est à vous. Merci de la parole m'accorder, Monsieur François. Merci à l'intervenant de ce jour. Votre exposé a été très brillant. Je suis très content de partager avec vous l'aspect notamment relatif à l'inclusion de services, parce qu'en fait, c'est une question qui est à la fois très complexe et transversale, qui nécessite absolument l'intégration des autres services dans la planification et même dans l'élaboration de cette politique fiscale que nous voulons mettre en place. En fait, moi, je suis Trésor Mavalongo, chef des bureaux en relation avec les administrations nationales au sein de la Direction générale des impôts. Et je suis, si vous voulez, l'un des représentants de la DGI au sein des Global Carbon Pricing Challenge.
une organisation canadienne qui est spécialisée dans la tarification carbone. Donc, au niveau de la DGI, nous avons un petit noyau qui réfléchissons sur la fiscalité carbone, donc une fiscalité dédiée pratiquement à tout ce qui est vente des crédits carbone, notamment en ce qui concerne la politique de la tarification à la frontière, notamment ce qui concerne la TVA sur l'échange des quotas carbone. En fait, nous ramassons, si vous voulez, tous les aspects fiscaux liés à notre, à notre activité légale que nous faisons. Mais comme vous pouvez le constater très souvent dans ces genres de forums, la Direction générale des impôts ne prend pas part parce que l'on ne sait pas comprendre du tout les rôles qu'il peut jouer. Alors, je vous en donne un. C'est que chez nous, nous pensons que c'est important. C'est vrai, au niveau interne, nous pouvons travailler sur les échanges de quotas carbone qui peuvent aussi nous intéresser dans le sens de la collecte de la TVA. Parce que quand c'est en interne, on peut facilement collecter la TVA et quand le crédit carbone est vendu à l'extérieur. Mais la réalité est que la taxe carbone doit nous amener à mettre en place des politiques publiques qui facilitent l'attraction des investissements verts. Mais les investissements verts, comme vous le savez, pour que ça arrive, il faudrait que nous ayons une fiscalité dédiée. Mais je constate malheureusement, d'ailleurs vous l'avez souligné, que la fiscalité ici pose déjà un problème en termes de la taxe sur la pollution autrefois instituée, et comparativement à la taxe carbone qui devrait d'abord décrire ses limites. Moi, j'encourage beaucoup, en tout cas, l'intervenant de ce jour, de pouvoir encore pousser sa réflexion. Et nous, en tant que DGI, nous pouvons voir dans quelle mesure nous pouvons conjuguer les efforts ensemble pour pouvoir mettre en place une politique fiscale qui prenne en compte, en tout cas, tous les aspects fiscaux, notamment qui relèvent de la parafiscalité que de la fiscalité directe, de manière à asseoir une politique qui soit très efficace et qui soit très attrayante à l'investissement vert. Merci beaucoup. Merci. Je donne maintenant la parole à Yugka, qui a levé la main. Yugka, Oui, la parole est à vous. oui, merci pour la parole. J'interviens de Kinshasa, bien entendu. Je suis Guy Kalassi, en réalité. Donc, je suis professeur au département des droits de l'environnement de l'Université de Kinshasa. J'ai pris la conférence vraiment à mi-chemin, à mi-parcours. Donc, quand vous avez commencé, j'étais empêché. Mais tant mieux, j'ai quand même rejoint le groupe et la discussion. C'est relativement à la différence entre la taxe de pollution et la taxe qui est visée par le crédit carbone. C'est quand même un peu différent sur le plan juridique pour faire cette différence-là. La taxe carbone n'a pas, du point de vue de l'esprit de la loi actuelle, du cadre juridique actuel, la taxe carbone ne va pas concerner ou ne va pas viser toutes les activités polluantes. Il va s'agir des activités émettrices de dioxyde de carbone. Là, d'accord. Encore que le législateur va préciser ça certainement dans le cadre de mesures juridiques qui vont être prises dans les tout prochains jours. Mais l'arrêté précédent qui existe, qui était d'abord élaboré à l'époque où l'ordonnance de 2025 n'était pas encore intervenue, ne visait pas les activités émettrices de carbone. C'est clair. Donc, ce n'est pas confondre taxe carbone et la taxe de pollution. Peut-être que le législateur pourra voir dans la suite comment concilier les deux, sinon garder deux régimes juridiques différents. Taxe de pollution
taxe carbone. La deuxième question, ça c'était l'éclaircissement. La deuxième question que je voulais poser au conférencier, c'est de savoir, parce qu'il parle de compensation. Compensation, ça aussi, c'était un autre concept qui n'a vraiment rien à voir avec la taxe carbone. Mais pour les activités qui peuvent donner lieu à compensation, oui, là je suis d'accord, ça pourrait être soumis au régime de taxe carbone, mais pas une fois de plus au régime de la taxe carbone qui était visée par l'arrêté. Donc ça aussi, il faut faire la différence. Ça aussi, c'est un commentaire, ce n'est pas une question. Mais je voulais demander au conférencier, en termes d'éclaircissement, comment lui entend, comment lui pourrait conseiller le gouvernement sur la stratégie de gestion du régime applicable aux activités émettrices d'émissions carbone et les activités polluantes, tout simplement. Je prends un exemple d'une usine ou bien d'une activité industrielle qui pollue par la fumée, la simple fumée, parce qu'on utilise le bois ou je ne sais pas, n'importe quelle énergie de la biomasse, et une activité qui vraiment pollue l'atmosphère avec des émissions carbone. Comment lui, en tant qu'économiste, je crois que c'est un économiste, qu'est-ce qu'il pouvait conseiller aux législateurs? La conciliation ou la séparation des régimes d'imposition de cette taxe-là? Merci. Merci à vous. Monsieur Bouillou, il y a deux questions qui ont été posées sur le chat. Je me permets de vous les poser, puis ensuite je vous donne la parole. Donc, vous aurez tout le temps voulu de reprendre chacune de ces questions-là. Donc, je les reprends très rapidement. Donc, on vous remercie dans tous les cas là, pour la qualité de votre présentation. Puis les questions sont les suivantes. Donc, serait-il possible d'aborder les retombées des prélèvements de la taxe carbone? Existe-t-il déjà des projets ayant des retombées sociales et environnementales que l'on peut lier à ces prélèvements? Si oui, quelle est la perception des populations et des acteurs économiques? Et enfin, la dernière question avant de vous redonner la parole. La mise en place d'une taxe carbone en RDC peut-elle concilier impératifs environnementaux et réalités socio-économiques marquées par une forte informalité et une dépendance aux ressources naturelles? La RDC dispose-t-elle des capacités institutionnelles et techniques nécessaires pour concevoir, appliquer et contrôler efficacement un mécanisme de taxation carbone sans accentuer les inégalités? Donc voilà, manifestement, votre conférence a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions. Donc, je vous donne le temps de rassembler vos idées et de répondre à celles-ci. Donc, encore merci. Merci, professeur. Merci à tout le monde pour ces qualités d'intervention, mais aussi des observations. Vous avez demandé l'approche régionale, qu'est-ce qui pourrait, est-ce que Un petit problème de connexion en ce moment. ou une analyse pour voir ce qui vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon. La connexion est rétablie. Ah, d'accord. On peut y aller. Je disais que je vous remercie d'abord pour cette question. Vous avez demandé, j'avais poussé une réflexion à l'approche régionale de cette analyse-là. Effectivement, je l'ai fait. Je me suis rendu compte qu'au niveau de l'Afrique, par exemple, il n'y a que l'Afrique du Sud qui s'est engagée. Mais les éditions en 2023, lors du sommet africain sur le climat, ils ont adopté la proposition d'instituer une taxe carbone au niveau de l'Afrique. Mais il faut le dire qu'il y a encore des réticences. Les États ont du mal
accepter cette mesure. Ils sont plutôt très favorables au marché du carbone, au marché des crédits carbone, plutôt qu'à l'initiative de la mise en place d'une taxe. Donc, jusque-là, l'analyse au niveau du bassin du Congo, par exemple, renseigne que plusieurs États, par exemple, pour limiter la déforestation, les États ont mis en place des mécanismes plutôt de certification, par exemple, avec les investisseurs, les mesures d'accompagnement plutôt que les mesures de taxation. Et donc, il y a ce besoin, comme vous l'avez dit, d'harmonisation des politiques au niveau régional, mais aussi au niveau. Pour qu'on parle de carbone, parce qu'aujourd'hui, les situations congolaises, comme elle se présente aujourd'hui, qui voulait savoir ce que ça pourrait avoir les implications sur les investissements miniers. Effectivement, parce que quand ils vont se rendre compte qu'il y a une fiscalité aussi assez rigide qui est en RDC, les choix d'investissement vont être impactés parce qu'à ce moment-là, ils vont essayer de délocaliser les investissements pour aller dans les pays où il n'y a pas assez de contraintes en termes écologiques. Et du coup, c'est besoin d'harmonisation, d'éviter cette question des fuites de carbone, mais aussi des pénalités en termes de compétitivité des entreprises que nous n'avons presque pas dans notre pays. Voilà, les équilibres, ça c'est Honoré qui posait la question sur les équilibres entre l'implémentation des investissements miniers et puis avec tout ce qui se passe avec les réglementations européennes. Effectivement, la taxe carbone est une mesure avec des vocations à la fois économique. Si le plan économique va si le plan climatique va aider à réduire les émissions, il y a un risque que cela apporte un coût sur les investissements. Parce que les opérateurs économiques, c'est vrai qu'ils ont besoin de réduire les émissions, mais les contraintes qui sont dégagées là, s'il n'y a pas des harmonisations, comme je l'ai recommandé, je l'ai suggéré dans mon analyse, entre les opérateurs économiques qui sont représentés par la Fédération des entreprises du Congo, qui est d'accord d'ailleurs avec la mesure, mais qui voudrait d'abord être associé pour qu'on limite les seuils, parce que les seuils qui étaient la loi n'a pas donné les contenus, les seuils devraient être fixés par la mesure d'application. Mais le problème, c'est qu'il faudrait, en tout cas, et ça, je réponds à une question, je me suis posé la question, conseiller l'événement, c'est le professeur Yuka qui disait comment conseiller le gouvernement sur les régimes applicables et puis aussi tout ce qui est comme taxation. C'est que si le gouvernement lui-même ne dispose pas des capacités techniques pour évaluer les émissions, ça sera difficile. Parce qu'il va se contenter des déclarations. Dans d'autres pays, le bilan carbone, c'est une exigence légale. Donc, chaque année, les entreprises, les opérateurs économiques sont obligés de déclarer leur bilan carbone au début de chaque année. Et après, l'État va aller vérifier, certifier, et puis c'est des déclarations certifiées qui va s'appliquer maintenant la taxe. Maintenant, comment l'État va aller certifier? Quelle capacité dispose aujourd'hui le gouvernement pour certifier ces émissions, pour voir la véracité des déclarations des opérateurs économiques? Est-ce que les opérateurs économiques, de leur côté, sont aujourd'hui outillés, disposent-ils de capacités technologiques et humaines pour quantifier les émissions, mais aussi pour la déclaration de les émissions? Donc, c'est autour de toutes ces questions que le gouvernement devrait préalablement s'investir pour renforcer les capacités, mais aussi c'est renforcer la capacité. C'est la question même de mon ami Trésor qui demande l'implication des différents services. Et effectivement, parce que la DGI, RDC, c'est l'organe attitré du gouvernement qui s'occupe de cette question de fiscalité. Et donc, je pense que la DGI sera bien évidemment associée, parce qu'elle est sous tutelle du ministère de la Finance dans les attributions, devrait être associée dans les discussions pour voir
quelle mesure appliquer, parce que la taxe carbone, si elle est appliquée sur les investissements qui sont locaux, comment on va l'appliquer maintenant sur les importations? Parce que, oui, il ne faut pas pénaliser maintenant les investissements locaux. Les importations maintenant, est-ce qu'on va les appliquer au niveau des frontières? Et ça, c'est la charge de l'AD qui va voir quelles sont les implications, quelles sont les conséquences socio-économiques de l'implication, en fait, de l'application de la taxe carbone sur les frontières. Et donc, il y a besoin de cette harmonisation au niveau à la fois national, mais aussi au niveau de la région. Donc, Honoré Khan, je pense avoir répondu à cette question parce que lui, il voudrait savoir s'il y a les équilibres entre l'implémentation des investissements, de la taxe carbone sur l'implémentation des investissements miniers. Ouais. Donc, ça aura un impact parce que les champs est par plusieurs facteurs, notamment sur cette qualité et le climat des affaires. Donc, si la taxe va essayer d'alourdir la charge des investissements, et du coup, les opérateurs économiques vont être dissuadés et puis, bon, en fait, ils vont prendre les décisions rationnelles selon les intérêts. Monsieur Trésor Mavalanga, oui, je répondais à cette question. Donc, il faut absolument, la DGI, c'est un acteur majeur aujourd'hui. Il faut absolument impliquer la direction générale. Pour ceux qui ne connaissent pas la DGI, c'est la direction générale des impôts. C'est ce service de l'État qui collecte l'impôt. Et puis, en réalité, la DGI devrait être au cœur de cette réforme. Je pense que dans l'élaboration de la mesure d'application, la DGI devrait en réalité prendre part à cette commission pour essayer de voir comment assurer en fait l'effectivité, mais aussi voir porter de bonnes analyses en termes de mise en œuvre de cette réforme. Je suis d'accord avec le prof sur la question des taxes carbone, de taxes pollution. Oui, la taxe carbone, elle est nouvelle. Par contre, la taxe pollution date. Mais maintenant, ce que je dis, c'est le fruit des consultations de la part de certains nombres d'opérateurs économiques qui estimaient, je l'ai rapporté clairement, que pour eux, par exemple, dans le secteur des déchets, et ça aussi, c'est ce que vous avez d'ailleurs même dit dans l'une des questions, vous avez estimé comment départager cette fiscalité-là, concilier, c'est pareil ou concilier. Parce qu'ils estiment, par exemple, pour le secteur des déchets, que bon, voilà, quelqu'un qui a payé la taxe de pollution sur les déchets, vous lui demandez, par exemple, de venir encore payer une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre. Comment ça va se passer? Est-ce que la pollution qui est dans le déchet ne concerne pas aussi les émissions de gaz à effet de serre? C'est vrai. Les spécialistes diraient qu'on va séparer, mais c'est autour de ça qu'il faut avoir des concertations pour voir est-ce qu'il faut associer, il faut concilier les deux fiscalités, les deux régimes fiscaux, ou avoir des régimes aussi spécifiques. Vous avez raison de dire que la taxe concerne une catégorie, exactement. Mais si vous lisez la loi, telle qu'elle est révisée, l'article 25 bis de l'ordonnance, on dit que ça concerne toutes les personnes, physiques et morales. Contrairement, par exemple, je crois que c'est au Canada ou en Afrique du Sud, où la taxe carbone ne concerne que les personnes morales. Mais chez nous, au Congo, la taxe carbone concerne même les personnes physiques. Vous et moi, professeurs, si nous avons des activités maîtrises, nous sommes obligés de payer la taxe carbone. Et du coup, il y a vraiment ce besoin de spécification. C'est vrai que le seuil va déterminer qu'à partir d'un tel seuil, si vous dépassez le seuil, vous allez payer la taxe. Maintenant, comment assurer maintenant la mise en œuvre? C'est ça, ça va poser problème. Moi, je suis plutôt pour la conciliation. Si ça dépendait de moi, il faut voir un peu comment rationaliser, comment concilier. Je ne suis pas fiscaliste comme Trésor, mais je pense que trop d'impôts tue l'impôt. Si on essaie de voir, dans la mesure du possible, comment concilier ces deux régimes, ça aiderait le gouvernement un peu à avoir une certaine lisibilité de son action, parce que ce sont les secteurs qui sont liés. La pollution, mais aussi les émissions, ce sont les deux secteurs qui sont liés. Même s'ils ont des finalités qui ne sont pas les mêmes, mais en réalité, ce sont les mêmes activités qui seront sanctionnées pour les mêmes objectifs. Et donc, du coup, il faudrait qu'on ait une certaine vision globale
pour éviter le miettement des ambitions. Alors, vous avez estimé si la question des compensations et taxes. Oui, je l'ai soulevé, je soulevais cette observation, c'est que la taxe carbone, si elle est bien appliquée et que si il y a un mécanisme de segmentation du marché, ça peut aider ça peut valoriser le prix du carbone. Par exemple, actuellement, la moyenne, c'est 3 $, 5 $ pour les marchés volontaires de compensation. Maintenant, si par exemple, le gouvernement prenait la mesure de taxer la tonne à 30 $, la taxe carbone, donc ça suppose, et que le gouvernement segmentait son marché du carbone. Il dit, à partir d'un tel seuil, les opérateurs économiques peuvent investir sur les projets de compensation. Et à partir de là, ces projets-là peuvent aussi considérer comme une modalité de paiement de la taxe carbone. Du coup, ça va valoriser les marchés domestiques. Donc, les opérateurs économiques préféreraient investir davantage sur les marchés de carbone. Et puis, ils vont prendre les projets certifiés là, les considérer comme une modalité de paiement. Et donc, le prix de carbone local va avoir le même prix que celui de la taxe carbone. Du coup, ça va valoriser le marché local en termes de compensation des émissions. Les questions qui sont venues des chats, qu'est-ce qu'ils posent? Est-ce possible de relever les tombées de la taxe carbone? Bon, elle n'est pas encore appliquée. Elle a été instituée. Mon analyse, elle est une analyse de faisabilité. La taxe carbone a été instituée depuis 2023. Elle attend les instruments de mise en œuvre, notamment ces arrêtés interministériels. C'est à partir de ces éléments-là qu'on va pouvoir voir, faire un bilan en termes de retombées. Donc, jusque-là, la taxe elle demeure sur le papier, mais on a posé ces diagnostics pour voir si quel secteur, mais avec quel retombées, avec quels bénéfices socio-climatiques la taxe va apporter au pays. La perception des acteurs, je ne sais pas si peut-être que vous avez d'être venu après, mais je l'ai bien souligné dans ma présentation. Les acteurs sont divisés. Les gouvernements soutiennent, effectivement, parce que c'est un instrument de pouvoir, un instrument de souveraineté. C'est le gouvernement qui a le pouvoir d'instituer la mesure. La société civile a contesté parce que plusieurs fois, ils se sont adressés au Parlement, ils ont fait des manifestations, ils se sont adressés au président de la République pour demander la surséance de cette mesure. Les opérateurs économiques ont émis des réserves pour avoir un peu beaucoup plus de contenu. Ils devraient savoir quelles seraient les modalités pratiques. Et donc, c'est contrairement à la mesure, par exemple, RED, qui a reçu l'unanimité de tous les parties prenantes au niveau national, la taxe carbone pose un problème en termes de légitimité parce que plusieurs acteurs estiment n'avoir pas été associés dans la mesure, dans la prise de mesure, mais aussi ils estiment que c'est une mesure qui est contre-productive, qui est inopportune. Maintenant, il faudrait que le gouvernement, en élaborant maintenant les mesures d'application, essaie d'adopter la stratégie de conciliation pour recueillir les avis des différentes parties prenantes et définir maintenant la meilleure vision d'opérationnalisation de cette mesure qui, aux yeux du gouvernement, demeure irréversible. Voilà, cher professeur, quelques éléments que je pouvais apporter. Bien évidemment, s'il y a d'autres questions, on est disposé. Merci. Ben, écoutez, vous avez évoqué la situation du Canada. Je ne suis pas expert sur cette question-là, même si je suis Canadien. En revanche, ce que je comprends, c'est que ce sont à la fois les personnes morales et physiques qui finissent par payer la taxe, mais la situation est particulière parce que pour les personnes physiques au Canada, c'est souvent à travers le prix à la pompe ou le prix de l'essence, du mazout ou du gaz. Donc, c'est au niveau de la consommation, dans le fond, que les personnes physiques assument ce prix-là. En revanche, bon, ce sera peut-être le thème d'une autre conférence éventuellement. Donc, sans être spécialiste, ce que je comprends, c'est qu'il y a aussi tout un système de redevances, il y a des retours également au niveau du traitement fiscal et la situation n'est pas exactement la même non plus dans toutes les provinces et dans tous les territoires au niveau canadien. Donc, c'est peut-être un sujet ou un thème qui sera exploré là, dans le cadre de nos prochaines conférences midi, mais effectivement,
un intérêt tant sur le plan de la politique comparée que du droit comparé d'analyser ces questions-là là, que vous soulevez. Sinon, je vois que Junior Pombongo s'est exprimé sur le chat. Est-ce que vous voulez prendre la parole ou vous voulez que je fasse la lecture de votre question? Monsieur Pombongo, est-ce que vous voulez prendre la parole? Bon, ben écoutez, à ce moment-là, je vais vous faire la lecture de la question qui est posée là, dans le chat. Donc, nous savons qu'il existe une nuance fondamentale entre la taxe et l'impôt. La taxe implique une contrepartie directe, tandis que l'impôt est perçu sans prestation individualisée. De ce fait, la taxe carbone soulève une interrogation essentielle. Peut-on véritablement parler de taxe dans un contexte où la contrepartie n'est ni immédiate ni individualisée, mais plutôt diffuse et collective, comme la protection de l'environnement ou la réduction des émissions? Dès lors, ne conviendrait-il pas de s'interroger sur la nature juridique réelle de cet instrument en RDC? S'agit-il d'un outil fiscal incitatif déguisé ou d'un véritable mécanisme parafiscal orienté vers la transition écologique? Est-ce qu'il y a d'autres personnes sur le Zoom qui aimeraient poser une question? Donc, je prendrai peut-être une ou deux dernières questions là, pour notre invité du jour. C'est bon? Pas d'autres questions? Parfait. Donc, M. Bouillou, la parole est à vous. D'accord, je remercie mon ami Junior Bompongo. Alors, il pose la question si la taxe ou bien s'agit-il de l'impôt. Alors, là, l'objectif de la taxe carbone, en termes de retour, parce qu'il pose la question en termes de retour, le bénéfice, la taxe carbone, elle vise la réduction des émissions. Et les moyens mobilisés à travers la taxe carbone servent en réalité et effectivement pour le financement des projets de réduction des émissions, mais aussi pour les projets euh, qui aident en fait les projets d'adaptation. Et donc, euh, je pense que les retours en termes d'investissement, les retours, les bénéfices ici de cette mesure ne sont pas lointains, ils sont immédiats parce que si aujourd'hui le gouvernement, et je vis que ça a été d'ailleurs même dans le budget de 2026, ça a été intégré, la taxe carbone a été intégrée comme parmi les moyens financiers de l'État dans le budget de 2026. Il y a toute une ligne budgétaire qui concerne la taxe carbone. Et donc, une fois collectée, la taxe carbone ne va pas servir tout simplement à d'autres projets. Il va servir à Bon, à l'évidence, il y a une petite coupure. On va espérer que l'image et le son nous reviennent rapidement. Monsieur Boyou, vous êtes de retour? ouais, j'avais un petit souci de connexion. Donc, ouais, des retours. Donc, je disais que les retours en termes de bénéfices, c'est immédiat. Et donc, en collectant cette taxe, le gouvernement va financer effectivement au profit des populations, mais aussi au profit des personnes qui ont contribué pour financer les activités en matière à la fois de réduction des émissions nationales, mais aussi d'adaptation. L'adaptation concerne beaucoup plus la population, notre population, nous-mêmes, qui sommes les premières victimes des changements climatiques. Très bien.
Il y a un Voilà. commentaire dans le chat. On demande s'il y aura partage de la présentation. Donc, c'est l'usage. Donc, j'avoue, je n'ai pas posé la question à notre conférencier, mais vous êtes d'accord pour partager votre présentation PowerPoint? Ouais, ouais, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je pourrais voir. D'accord. Et Ouais, écoutez, dans tous Pacific va les cas, activer. pour Je vis. ceux et celles là, qui se posent la question, donc comme pour nos autres conférences midi, il y aura diffusion sur notre chaîne YouTube de la conférence. Donc, n'hésitez pas à la repartager, à redonner vie à cette conférence-là. Donc, vous avez été nombreuses à y assister aujourd'hui, mais n'hésitez pas à diffuser sur vos réseaux sociaux, sur vos différentes plateformes là, pour qu'il y ait encore davantage de gens qui puissent visionner la conférence. Vous vouliez ajouter, M. Bouillot? Je vous remercie, cher professeur, de cet échange. C'était un plaisir d'être à vos côtés, même de façon virtuelle. Je transmettrai mes félicitations aussi au professeur Blaise Pascal et à toute la communauté de l'Université Québec à Montréal. Je remercie aussi les participants pour les échanges aussi très fructueux. C'était un moment agréable. J'estime que c'est un sujet qui est en cours de développement parce que la taxe carbone, c'est une mesure qui ne date pas, qui n'a même pas 5 ans de vie. Et donc, ces genres d'analyse, ça permet au pays de rectifier, de voir comment euh, harmoniser le vu, mais aussi à avoir à définir des mécanismes aussi adaptés aux réalités. Vous voyez, ces échanges ont permis aujourd'hui, par exemple, de savoir que la DGI a un certain nombre de propositions. Les acteurs scientifiques comme des professeurs d'université, ils ont aussi des points de vue. Je pense que nous remercions effectivement l'Observatoire pour ces moments. Ça aide, ça va aider aussi à la fois les gouvernements, mais aussi les chercheurs pour approfondir les recherches. Si une thématique est aussi sensible, aussi émouvante, aussi passionnante qui est celle de la fiscalité dans un secteur, dans un pays à plusieurs défis. En tout cas, je vous remercie et j'espère qu'on aura encore des occasions pour essayer de discuter de plus en plus sur cette question qui nous intéresse tous. Merci. Je le souhaite aussi. Écoutez, dans tous les cas, je tiens à vous remercier pour votre temps, pour l'énergie que vous avez mis à la préparation de cette conférence, puis à l'excellente conférence que vous nous avez donnée aujourd'hui. Ce fut un plaisir de vous entendre. Donc, je prends le temps de saluer tous ceux et celles qui se sont connectés à cette conférence et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos activités. Au revoir. Au revoir.